Mon prochain invité, c'est M. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. M. Pouliot, bonjour. Bonjour, M. Montmigny. Vous allez bien? Très, très bien, vous? Oui. Alors, pas de virus dans votre entourage? Tout se passe bien? Pas de virus. Chez moi, tranquille, confiné. Alors, je respecte les règles, je me lave les mains, je fais comme notre bon gouvernement nous dit de faire. Bon, c'est bien. M. Pouliot, d'abord, on vous a reçu il y a quelques années, cela. Vous étiez venu au studio dans une période électorale. Je me souviens pas exactement laquelle. Est-ce que c'était une partielle, je pense, qu'il y avait dans le comté de Lévis, si ma souvenance, parce qu'on s'est rappelé un peu ce souvenir-là. Est-ce que c'est à peu près à ce moment-là? Est-ce que c'était dans la partielle de Lévis, Christian Lévesque? Non, c'est la partielle de Lévis quand François, j'oublie son nom de famille, là, celui qui est président de l'Assemblée nationale. Paradis, François Paradis? Oui, okay. C'est ça. OK. Je pense que c'est pas mal sûr que c'est ça, oui. OK, ça commence à faire quelques années de ça. Oui. Vous êtes toujours chef du Parti conservateur du Québec. Comment se porte le Parti conservateur du Québec, M. Pouliot? Bien, écoutez, alors en 2018, c'était notre deuxième élection générale et on est quand même assez satisfait des résultats. On a augmenté le nombre de candidats de presque 50 %. On avait des candidats dans presque toutes les circonscriptions électorales du Québec, une centaine sur 125. Et partout où on était en 2014, on a eu une progression. Donc, malheureusement, on n'a pas encore de députés, mais on a réussi à augmenter notre nombre de votes de façon importante. Puis vous savez, au Québec, tout est subventionné au Québec, incluant les partis politiques. Et le financement des partis politiques au Québec est basé en bonne partie selon le nombre de votes récoltés lors d'une élection générale. Alors, on a réussi à augmenter notre nombre de votes de façon à ce que, au cours du cycle électoral dans lequel on est, on va avoir, avec les dons qu'on reçoit, les contributions, on devrait avoir un budget de entre 800 000 et 1 million de dollars, ce qui nous permet de bâtir un fonds électoral en préparation de la campagne de 2022. Vous m'amenez à vous poser la question, financièrement, comment ça va, le Parti conservateur du Québec? Bien, vous savez, les conservateurs, ça gère serré. Alors, ça va très bien. On a des surplus. On fait très attention à nos sous, justement, pour pouvoir avoir un bon budget à mettre en 2022. C'est pas ce qu'on a... On n'a pas de dette. On a des espèces trébuchantes et sonnantes à la banque. C'est pas ce qu'on entend souvent des partis politiques, donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Oui, c'est une très... Oui, absolument. M. Pouliot, il y a quelques jours, vous avez mis en doute, parce qu'on va parler naturellement, si vous êtes là, de ce qui se passe actuellement avec la pandémie, vous avez mis en doute les chiffres du Dr Arruda annoncés mercredi en conférence de presse avec le premier ministre Legault concernant les 30 000 à 60 000 décès potentiels au Québec s'il n'y avait pas eu de confinement. Alors qu'en Suède, le pays a plus de 1400 morts et il n'y a pas de confinement. Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que, on dit qu'on aurait pu avoir plus de morts et on est rendu à 1560 quelques. Vous pensez quoi? Moi, j'aimerais ça que vous développiez votre pensée là-dessus. Oui. Bien, merci, M. Montmigny. Vous savez, la pandémie qu'on vit actuellement, il y a énormément de questionnements. Les chiffres changent constamment. On apprend beaucoup de choses. On réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le virus, sur ses effets. Donc, c'est très difficile de faire une affirmation comme celle du Dr Arruda. D'abord, je vais la mettre en perspective, là. Au Canada, actuellement, il y a à peu près 2000 décès. 2000. Alors que quand le docteur Arruda nous parle d'avoir sauvé 30 000 à 60 000 vies, ça vous donne une idée là, de la grosseur du chiffre du docteur Arruda. Le chiffre du docteur Arruda, c'est un chiffre énorme. Là. On parle, disons, en Allemagne, il y a eu 5 000 décès. En France, 20 000 décès. En Italie, 25 000. Aux États-Unis, au grand complet, tous les États, on parle de 50 000 décès. Donc, je pense, je ne mets pas en doute la bonne volonté et l'honnêteté du bon docteur, mais disons que je suis sceptique un peu au sujet des chiffres. Pourquoi?
il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Le chiffre de 30 000 à 60 000 vient probablement des prévisions initiales de l'Organisation mondiale de la santé. Quand l'Organisation mondiale de la santé a sorti ses premières alertes, puis c'est basé sur les chiffres de la Chine, c'est de là que ça venait, ils ont établi un taux de mortalité d'à peu près 3,4 %. Et la raison pour laquelle le taux était si haut, c'est que il y avait beaucoup de gens qui avaient eu le virus, mais qui étaient asymptomatiques. Donc, ils n'avaient pas de ça paraissait pas, peut-être un petit reniflement, mais c'est tout. T'sais. Donc, il y a beaucoup plus de monde qui ont eu le COVID-19 que ce qu'on pensait. Donc, si tu dis, il y a une personne qui est morte sur 10 qui l'ont eu, ça, c'est 10 %. Si tu dis, il y a une personne qui est morte sur 100, bien là, c'est 1 %. Puis s'il y a une personne qui est morte sur 1000, c'est 0,1 %. Alors, à mesure qu'on apprend, il y a beaucoup de monde qui ont eu le COVID-19, mais qui en sont guéris et qui n'ont pas eu de problème, bien là, on réalise finalement que les projections initiales de 3,4 % de l'Organisation mondiale de la santé étaient complètement exagérées. Ils avaient les connaissances à ce moment-là. C'est pas une critique, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on apprend avec le temps. Donc, je pense que l'autre chose, c'est de dire, si on n'avait rien fait, il y a 60 000 personnes qui sont mortes. Oui, mais il n'y a personne qui s'attend à ce que le gouvernement ne fasse rien. Là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il fallait qu'il y ait un arrêt total de l'économie comme on a connu, ou est-ce que d'autres mesures nous auraient donné à peu près les mêmes résultats? Par exemple, comme à peu près, quelles sortes de mesures que vous auriez préconisées? Bien, par exemple, le port du masque. Par exemple, la distanciation sociale. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Il y a la fermeture des écoles. Il y a des données scientifiques. Ben, les écoles, ça varie. Il y a des études qui disent que oui, des études qui disent que non, mais quand même, il y a quand même de dire on ferme, il n'y aura pas de partie de hockey au Centre Bell, des choses comme ça. C'est correct, ça. Je pense que il y avait des mesures nécessaires, mais est-ce qu'il fallait vraiment fermer toute l'économie? Il y a des analyses qui ont été faites, entre autres par quelqu'un qui s'appelle Lyman Stone, qui a regardé l'impact de ce qu'on appelle un confinement total là, par rapport à la courbe, la fameuse aplanissement de la courbe. Et ce qu'on réalise, puis c'est pas facile de trouver les chiffres, mais le meilleur exemple qu'on a, c'est en Espagne où la pandémie, la courbe avait commencé à baisser bien avant le confinement obligatoire. Et il faut comprendre que le confinement obligatoire, si tu le fais le jour 1, tu ne peux pas t'attendre à ce que les décès baissent le lendemain parce que tu as une période d'incubation qui est entre 15 et 30 jours. Donc, il faut vraiment... C'est une analyse assez précise et assez complexe des chiffres, mais ce que ça dit, c'est que cette étude-là, entre autres, et une autre étude qui est parue récemment dans le Wall Street Journal, elle a fait que c'est pas clair qu'un confinement total soit nécessaire. Oui, ça prend certaines mesures. Alors donc, quand le docteur Arruda dit, ben, c'est parce qu'on a fermé le Québec qu'on a sauvé de 30 000 à 60 000 vies, moi je dis, soyons prudents, attendons. Peut-être que d'autres mesures moins destructrices de l'économie auraient eu un résultat aussi bon. Ce qu'on dit également, c'est que la majorité des décès sont en CHSLD. Oui. Alors, ça démontre peut-être un peu votre théorie du fait que 30 000 morts, il n'y a pas ça, je pense, dans les CHSLD, mais c'est là que les décès sont principalement dénoncés. Oui, et l'autre aspect, M. Montmigny, qui est intéressant, c'est quand on regarde l'âge des victimes au Québec, presque la totalité, je dirais, des victimes ont 60 ans et plus, en tout cas ont 50 ans et plus. Je pense que c'est moins de 1 % des décès
de gens qui ont en bas de 50 ans. Alors, est-ce qu'il fallait vraiment que tous ceux qui ont moins de 50 ans cessent d'aller à l'école, cessent de travailler, cessent d'étudier? Est-ce qu'il fallait vraiment aller aussi loin que ça? C'est la question qu'on peut certainement se poser. Évidemment, il faut protéger les personnes frêles, les personnes qui ont des maladies, de l'emphysème, des trucs comme ça, et nos gens, nos aînés. Absolument ça, c'est certain qu'il fallait faire ça. Puis d'ailleurs, on doit se poser la question, est-ce que c'est ça qu'on a fait au Québec? Tu sais, je pense qu'on a mis beaucoup d'efforts au niveau hospitalier, mais est-ce qu'on a vraiment bien géré la situation au niveau des CHSLD? C'est pas le moment là, de faire d'être le gérant d'estrade. On aura bien le temps, une fois que tout ça soit fini, de faire une analyse. Mais je pense qu'on peut sûrement, à ce point-ci, se poser des questions quant à savoir si est-ce que la priorité n'aurait pas dû être, dès le début, sur les CHSLD, mais laisser quand même rouler l'économie, tout en ayant des mesures, comme je disais, des mesures de distanciation, des masques, éviter les grands rassemblements, des trucs comme ça, là. Est-ce que je comprends, si vous aviez été premier ministre du Québec, vous n'auriez pas fermé les entreprises ni les commerces, mais vous auriez mis ou instauré des consignes de confinement? Je pense qu'on aurait sûrement été moins radical. Quand on regarde à travers... Puis ça dépend des endroits aussi, Montmagny. Vous savez, quand on est dans une ville comme Montréal, c'est pas la même situation que quand on demeure à Sept-Îles ou à Lévis, ou, je sais pas moi, à Saint-Gabriel. C'est pas la même chose. Alors, je me demande, par exemple, est-ce qu'il fallait vraiment fermer les entreprises, je prends l'exemple de Sept-Îles, là, mais rien que pour illustrer que c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas la même densité de population, on n'a pas le même risque. Alors, on va parler de déconfinement au moment où on va diffuser l'entrevue. On va être sur le point d'entendre les plans de déconfinement de M. Legault. Et moi, je pense qu'il y a une différence à faire entre Montréal ou la communauté métropolitaine de Montréal et le reste de la province. Je pense qu'il faut avoir un déconfinement qui est intelligent. Et je pense que nos mesures de confinement ont été un peu appliquées partout à travers la province. On verra à l'analyse si c'était vraiment nécessaire. M. Pouliot, on va s'arrêter quelques instants, faire une courte pause. Puis au retour, moi, j'aimerais vous entendre sur comment on va repartir tout ça. Est-ce que vous êtes positif à ça? Restez avec nous. On revient dans quelques instants avec M. Adrien Pouliot, qui est chef du Parti conservateur du Québec. 0. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Adrien Pouliot, qui est chef du Parti conservateur du Québec. M. Pouliot, l'entrevue est diffusée ce mardi. Les annonces de déconfinement ou le retour ou l'ouverture des entreprises, il y a toutes sortes d'expressions qu'on peut prendre. M. Legault va en faire l'annonce cet après-midi. Comment vous pensez que ça va repartir? Est-ce que vous êtes confiant, optimiste ou encore pessimiste? Comment vous voyez ça? Vous êtes quand même un homme d'affaires aussi. Dites-moi votre position par rapport au Québec sur pause là, qu'on doit mettre sur play. Oui, le Québec, j'aime pas le mot pause, M. Montmagny, parce que, tu sais, sur pause, tu as qu'à appuyer sur le bouton puis ça repart tout de suite. Alors que c'est pas si simple que ça, repartir l'économie. Il y a certaines personnes qui m'ont critiqué en disant, Adrien, arrête de parler d'économie, tu sais, t'es sans cœur, il y a des gens qui meurent, tout ça. Et moi, je pense qu'il faut, oui, c'est sûr qu'il y a une pandémie, mais il faut aussi tenir compte de l'impact social de la mise sur arrêt. Il va y avoir plus d'alcoolisme, on le sait, plus d'utilisation de drogue, des tentatives de suicide, de la violence familiale, des crises d'anxiété, les gens qui ont des problèmes de santé mentale vont souffrir. Alors, il y a des impacts sociaux négatifs importants à ce confinement obligatoire. Et donc, je suis content de voir que finalement, le premier ministre va accoucher d'un plan de déconfinement. Beaucoup d'autres pays le font depuis 2 semaines, 3 semaines. Il y a certains pays et certains États aux États-Unis qui ont commencé déjà à déconfiner. Alors, je pense que ça prend un plan de déconfinement qui tient compte de plusieurs choses. D'abord, première chose, c'est certain qu'il faut qu'on s'assure que notre système de santé est capable
de s'occuper d'une reprise, d'une réémergence, parce qu'il va y avoir une réémergence, c'est quasiment certain. Donc, assurons-nous que notre système de santé est un peu de slack, là, si on peut dire. Là. Donc, on est de l'autre côté de la courbe, ça c'est important. Il faut avoir des systèmes pour tracer la pandémie, pour tester les gens, pour avoir des diagnostics, non seulement de la présence du virus, mais aussi de la présence des anticorps. Et une fois qu'on a ces choses-là, je pense qu'on peut commencer à déconfiner. Au niveau régional, encore une fois, je reviens sur Sept-Îles. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Sept-Îles est confiné. C'est pas la même chose que Montréal. Deuxièmement, au niveau des entreprises, il y a certaines entreprises qui sont plus essentielles que d'autres. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont plus facilement réouvrables. Qui peuvent aussi... Il faut se fier aux gens. Les propriétaires d'entreprises, ils ne veulent pas tuer leurs clients, là. Alors, ils vont prendre des mesures de distanciation, d'hygiène. Alors, mais je suis content de voir que le premier ministre va sortir quelque chose aujourd'hui. C'est de voir cette destruction sociale-là. On ne peut pas rester confiné 18 mois jusqu'à temps qu'on ait un vaccin. Alors, allons-y, soyons prudents, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus avoir peur. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, M. Montmigny, c'est moins de 1% des décès qui sont des gens en bas de 50 ans. Alors, qu'on retourne les enfants de l'élémentaire à l'école, comme a annoncé le premier ministre hier, moi, évidemment, tu n'envoies pas des enfants qui sont immunodéprimés ou tu n'envoies pas les parents qui ont des problèmes de santé. Ben moi, si j'avais des enfants, je ne les enverrais pas à l'école parce que je ne veux pas qu'ils ramènent le virus. Mais alors, il faut utiliser sa tête aussi, là. Mais repartons l'économie intelligemment, de façon prudente, oui, mais repartons-la et on va être capable de bâtir à ce moment-là notre immunité collective, parce qu'il n'y a pas d'autre solution tant qu'on n'aura pas de virus. Et vous savez, à New York, par exemple, actuellement, il y aurait presque 25-30% des gens de la ville de New York qui ont attrapé le virus, qui l'ont combattu, peut-être même sans le savoir, ils ne savaient même pas qu'ils l'ont eu, qui l'ont guéri et qui ont maintenant des anticorps. Et ces gens-là, probablement, encore une fois, la science n'est pas... il y a bien des choses qu'on apprend, là, mais probablement que ces gens-là sont immunisés. Alors, on aura besoin de savoir, par exemple, au Québec, quels sont les gens qui ont ces anticorps-là. Donc, il faut avoir des tests, des prises de sang pour voir lesquels qui ont des anticorps pour qu'on puisse faciliter le retour à la vie normale. M. Pouliot, rapidement, en quelques secondes, les milliards qu'on investit à gauche, à droite, là, au fédéral, au provincial, est-ce que vous pensez qu'on va se remettre de ça un jour? Il faudra payer la carte de crédit à un moment donné? Il va falloir payer la carte de crédit, M. Montmigny. Je veux dire, c'est inéluctable. Ce sont les générations futures. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Et dans une crise, c'est toujours une très belle opportunité pour l'État de grossir. Hein, plus de réglementation, plus de place, plus de taxes, tout ça. Et c'est assez rare de voir l'État perdre de l'embonpoint après une crise. Et ce qui m'inquiète, c'est que cet embonpoint-là que l'État a pris pendant cette crise-là, ça m'inquiète. Je voudrais que l'État se mette au régime une fois que ça sera fini, et je doute que ça arrive. M. Pouliot, j'aimerais ça vous réentendre après, lorsqu'on sera sorti de cette pandémie. J'aimerais ça vous entendre, avoir vos commentaires de la façon que ça va se faire, puis savoir aussi, avoir vos commentaires sur ce qui se passe chez vos voisins d'Ottawa, le Parti conservateur, avec la course à la chefferie, tout ce qui se passe. Ouais, j'aimerais bien ça vous entendre là-dessus. C'est très intéressant. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Puis, on va s'en reparler prochainement. Parfait, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'était M. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Ça complète. On s'arrête.